Le bruit du monde ce soir est au Japon, dans un village presque fantôme au nord de Tokyo, le plus vieux village du pays en termes d'âge de sa population, car la population japonaise vieillit à une vitesse impressionnante, au point que certaines localités rurales renoncent à tenter de se repeupler. C'est un reportage de Karine Nishimura. C'est au Diable Vauvert, au bout d'une ligne de train à 2h30 au nord de Tokyo, puis une quinzaine de minutes en voiture. Nous voici à Nanmoku, un village du département de Gunma dépeuplé comme on en voit de plus en plus au Japon. Il brouillasse, quasiment personne ne met le nez dehors par un temps pareil. Pourtant, un vieillard fait sa promenade. Tant qu'on a la santé. À Nanmoku, plus des 2/3 des habitants ont plus de 65 ans. Je m'appelle Ichikawa et mon prénom c'est Kikujiro. Kikujiro Ichikawa a 92 ans. Il a travaillé à la coopérative agricole jusqu'à l'âge de 85 ans. J'avais des amis mais ils ne sont plus beaucoup maintenant. La population n'augmente plus ici. Dire qu'elle n'augmente plus est un euphémisme. Elle a fondu. À la porte de la mairie, un panneau en bois indique les statistiques démographiques. 1597 habitants, 754 hommes, 843 femmes, pour un total de 930 foyers. Le maire, Saijo Hasegawa, nous attend dans son bureau. Nanmoku est un village né en 1955 de la fusion de 3 bourgades. À l'époque, la population était de plus de 11 000 habitants, environ 7 fois plus qu'actuellement. C'est une époque où le mot vieillissement n'existait même pas. Les vieillards représentaient 6 ou 7% de la population. Il n'y avait aucun problème. Au fil des décennies, le village s'est dépeuplé. Il y a un recensement tous les 5 ans. Et depuis 4 recensements successifs, ce village est le plus vieux du Japon. Celui qui a le ratio de personnes âgées le plus important, 68% actuellement. Le phénomène du vieillissement dû au départ des jeunes actifs a débuté il y a 3 décennies environ. Les exploitations d'igname qui faisaient la fierté de la région ont une à une mis la clé sous la porte, concurrencées par des industriels au rendement imbattable. Résultat, à Nanmoku, il ne reste presque que des vieillards. C'est parce qu'on n'a pas su éviter le problème que la situation est telle aujourd'hui. Rétrospectivement, on peut dire qu'il aurait fallu faire plus ceci ou plus cela. Il aurait fallu aller plus vite, mais on n'a pas su. Pourtant, on a tenté beaucoup de choses. Par exemple, on a donné de l'argent à la naissance d'un enfant. On pensait que l'on pourrait trouver une solution avec de l'argent. Mais on ne peut pas faire cela en permanence, offrir la même somme tous les ans. Donc cela ne suffit pas. En plus, beaucoup de localités ont lancé de telles politiques. Cela devient une compétition. Un champ offert ici, de l'argent offert là. Mais in fine, cela ne suffit pas à faire de tel ou tel village un lieu où les jeunes veulent vivre. On l'a compris après, les jeunes ne restent pas, ils partent. Alors que faire dans un village où ne naissent plus que 2 ou 3 enfants par an contre 200 à 300 il y a 6 décennies? Le maire s'est fait une raison. Désormais, il s'applique à faire en sorte que les vieux vivent bien jusqu'à la mort. Je pense que vieillir est un phénomène naturel. Il y a plus de vieux, moins de personnes actives. Il faut réfléchir aux problèmes que ça pose et comment y répondre. Par exemple, il y a plus d'habitants qui ont besoin de soins. Donc ce qui est nécessaire, c'est de construire des maisons de repos, de se concentrer sur les besoins des administrés âgés pour qu'ils soient heureux. Il n'y a rien d'autre à faire. Reste que faire bien vivre les vieux exige des moyens et pas mal d'ingéniosité. Et bien entendu, Nanmoku est un désert médical. Le dernier médecin en exercice a arrêté à l'âge de 80 ans. La situation de Nanmoku préfigure celle de nombreuses localités rurales du Japon, car le vieillissement est désormais un problème national avec une pyramide des âges à l'envers. Mika Ikemoto, démographe et économiste. Nul n'imagine désormais faire remonter la population japonaise. La chute est vue comme un phénomène naturel. En revanche, ce qui est important, c'est de faire en sorte que cette chute soit la moins brutale possible, de lisser le déclin, par exemple en permettant aux personnes qui veulent avoir des enfants de réaliser ce désir. Mais il est vain de songer à redresser la population. Dans la société japonaise, plus personne ne pense que c'est une option.
L'immigration n'est vue pour le moment que comme une solution partielle pour combler un manque de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, mais pas comme un moyen de freiner le vieillissement. Karine Nishimura pour le reportage et la petite musique, merci. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. C'est avec Christelle Rebière. Et nous sommes dans les rues de Los Angeles et là-bas, on pleure le félin d'Hollywood. Un puma qui avait 12 ans, devenu une légende comme cette ville en raffole. Le journal Le Monde nous raconte son histoire. Né dans les montagnes de Santa Monica, au nord de Malibu, il avait réussi l'exploit de traverser 2 autoroutes parmi les plus fréquentées du monde, la 405 et la 101. Et il s'est retrouvé au pied des lettres gigantesques qui symbolisent Hollywood, ce qui lui avait d'ailleurs valu une photo dans National Geographic en 2013. Au fil des années, il était devenu le fauve urbain le plus connu de la côte ouest. Les habitants... Oh là là, c'est vilain ce cri. C'est son cri, figurez-vous. Les habitants de Los Angeles espéraient l'apercevoir sur les hauteurs d'Hollywood. Chaque image de lui, saisie par les caméras de vidéosurveillance, était partagée sur les réseaux sociaux. Il avait même un festival annuel à son nom, P22. Et on pardonnait tout à Hollywood Cat de s'installer où il voulait, d'avoir tué un koala dans un zoo. Mais il était seul au monde, aucune femelle pour le rejoindre. Et il y avait toujours la menace des autoroutes. Sur la fin, il a fait n'importe quoi. Tuer un chihuahua en laisse, attaquer un autre chien. Il a finalement été capturé le 12 décembre par les services vétérinaires. Bilan de santé catastrophique. Il a fallu abréger ses souffrances et l'euthanasier. Ses restes ont été remis au Muséum d'histoire naturelle de Los Angeles lors d'une cérémonie rituelle organisée par les tribus indiennes. C'est vous dire le niveau de notoriété du puma quand même. Mais le Brad Pitt des pumas restera dans l'histoire. Les écologistes ont financé un corridor humanitaire au-dessus des 8 voies de l'autoroute pour que ses congénères perpétue la légende. Et donc ils s'appelleront P23, P24, etc. Direction l'Asie, Christelle, où un ancien président sud-coréen vient d'être gracié. Lee Myung-bak vient de bénéficier d'une grâce présidentielle au nom de la réconciliation, de la tolérance et du respect, fait valoir le ministre de la Justice sud-coréen. Il fait partie de la fournée de grâce du Nouvel An qui concerne quand même 1300 personnes. L'ancien chef de l'État, 81 ans, souffre d'une maladie chronique. Il avait été condamné en 2018. 피고인을 징역 15년 및 벌금 130억 원에 처한다. Condamné par une juge à 17 ans de prison pour corruption et détournement de fonds, cette dernière insistait sur le fait qu'il avait causé de la défiance et de la déception auprès de ses soutiens, mais aussi auprès de la société sud-coréenne en général. Il n'aurait dû sortir qu'à l'âge de 95 ans. Il avait pourtant eu un parcours exceptionnel. Self-made man à la tête d'une entreprise de construction, devenu PDG du groupe Hyundai, puis président donc de 2008 à 2013, mais il avait créé des caisses noires de plusieurs dizaines de millions de dollars, avait accepté des pots de vin de Samsung Electronics moyennant une grâce présidentielle, une spécialité locale. Donc, il faut savoir qu'en Corée du Sud, la corruption des présidents est devenue un grand classique de l'exercice du pouvoir. Ils sont 5 à avoir été condamnés sur les 3 dernières décennies pour avoir mélangé intérêt général et intérêt privé. Le prédécesseur de Lee, Roh Moo-hyun, éclaboussé lui aussi par une affaire de corruption, s'était même suicidé. On termine, Christelle, par cette incroyable histoire dans une maternité en Bulgarie. 2 bébés nés le 13 septembre dans le même hôpital de Sofia ont été échangés à la naissance. C'est une tradition venue du communisme qui veut que les bébés soient placés directement en pouponnière durant les premières heures de leur vie. Leur bracelet numéroté n'aurait pas été vérifié à ce moment-là. Ah, la boulette. Et oui, en proie au doute, l'une des mamans qui trouvait que son enfant avait les yeux trop foncés a fait un test ADN. L'autre famille a été prévenue. Alors évidemment, ça nous rappelle ça. Est-ce qu'on peut entendre la suite ? Ah bah voilà. Alors ça, c'était c'était le générique du film d'Étienne Châtilliez. Voilà, les groseilles et les lequenois. On va le faire toutes les deux, on n'a pas besoin de ça, Christelle. Et l'histoire est en train de devenir rocambolesque. L'autre maman ne veut pas rendre l'enfant. Mon enfant va bien, à Sentel. Je me battrai jusqu'au bout devant les tribunaux. Cette histoire de famille déchire en ce moment absolument toute la Bulgarie. Beaucoup dénoncent un système archaïque où les hommes sont tenus à l'écart des salles d'accouchement. Là-bas, la naissance n'est donc pas un long fleuve tranquille. Ouais, joli. Merci Christelle Rebière, à demain.